Comment investir en bourse? Pour 72% des épargnants, il faut privilégier l'épargne réglementée, comme le livret A ou le livret développement durable, plutôt que les placements financiers pour investir. C'est terrible, hein? C'est pourtant la conclusion du baromètre 2025 de l'épargne en France. Le manque d'éducation financière dicte les comportements d'épargne. Mais heureusement, ça, c'était avant. Alors avant quoi, tu vas me demander? Eh bien tout ça, c'était avant Alfred, parce que j'ai regardé plusieurs formations en bourse et je me disais qu'Alfred devait rajouter sa petite pierre à l'édifice. Alors comment investir en bourse? Comment fonctionne la bourse? Quelle stratégie mettre en place pour placer et investir son argent? C'est tout ça qu'on va regarder dans cette vidéo. Alors je vais la tourner un peu en mode tuto, guide débutant, mais même si tu es un petit peu plus confirmé, tu vas voir qu'il y a plusieurs subtilités vraiment importantes qui te permettent de doper ton rendement. C'est ton portefeuille qui va me remercier et tout ça, je te le fais gratuitement. Pas vrai Alfred? Ouais, alors Alfred, il perd pas le nord. Il me demande de référencer la chaîne grâce à ton commentaire. Donc je t'invite à le faire pour que la vidéo ait une portée mondiale. Ouais, alors calme-toi Alfred, hein, t'es pas Wall Street. Bref, alors petit spoil, dans cette vidéo, que tu sois débutant ou confirmé, il y a vraiment des subtilités à comprendre avant d'investir. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, donc tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Alors je vais te diviser ma vidéo en plusieurs chapitres pour que ce soit plus facile à toi de suivre. Le premier chapitre, c'est vraiment réservé aux débutants, donc si tu es un peu plus confirmé, je t'invite à zapper ce chapitre. Mais uniquement ce chapitre, hein, je te surveille. Alors la première question essentielle, c'est pourquoi investir en bourse? Bah oui, parce qu'en fait, la bourse, le loto, tout ça, c'est pareil, donc autant tout mettre sur mon livret A. Alors le point essentiel qui est très mal compris, c'est la notion de risque. Et à cause de cette mauvaise compréhension, du coup, tu n'investis pas, tu épargnes. On va regarder les conséquences tout de suite. Et tu as une vision qui est beaucoup trop court terme. Et c'est vraiment important de comprendre la différence entre épargne et investissement. Épargne, ça va être d'épargner entre 3 et 6 mois de tes revenus sur une enveloppe fiscale protégée et disponible, comme par exemple le livret A ou le LDD, livret développement durable. L'objectif, c'est vraiment de faire face à des imprévus, mais sur un montant relativement faible, hein, entre 3 et 6 mois. Et l'investissement, ça va être toute l'épargne dont tu n'as pas besoin pour des projets long terme, comme par exemple la préparation de ta retraite. Et beaucoup de personnes, en fait, ne comprennent pas que laisser leurs investissements, je dis bien investissement, hein, pas épargne de précaution, que leurs investissements soient sur un compte courant ou sur un livret A par exemple, et ben c'est pas du tout sécurisé, bien au contraire. Ah ok, je vois Gabriel, tu vas me parler des arnaques. Mais t'inquiète pas, mon portable, j'ai une quadruple authentification, empreinte digitale, empreinte avec ma rétine, j'ai un code et en plus je dois même mettre une mèche de mes cheveux. Donc mon portable c'est un coffre-fort, t'inquiète pas. Non, non, en fait je te parle d'un risque et en fait je te parle même pas d'un risque parce qu'en fait dans un risque il y a une éventualité que ça ne se produise pas. Je te parle en fait d'une perte réelle, systématique, annuelle qui va entamer ton épargne et cette perte elle est due à cause des impôts. Non, non, pas de mauvais esprit, on est sur une vidéo sérieuse. Je te parle de l'inflation. L'inflation, en fait, c'est une hausse généralisée des prix et en fait, ça va rogner concrètement ton pouvoir d'achat. Avant, les pains au chocolat ou la chocolatine, hein, pas d'embrouille dans cette vidéo, et bah t'en trouvais à, je sais pas, 70, 80 centimes. Maintenant, si t'en trouves un à moins d'1,10 €, et bah franchement, t'es un champion. Et donc, tu le vois ici avec le graphique, l'inflation, donc c'est le dernier support que tu vois en bas. Et donc, en fait, si tu laisses ton épargne sur du compte courant ou sur une épargne qui est vraiment trop faible, et bah, ça va entamer ton rendement. Et typiquement, quand tu verses en fait sur un livret A, oui, tu as un rendement qui est sécurisé, mais qui est vraiment extrêmement faible, voire à certains moments négatif au regard de l'inflation. Donc si on résume, si tu as des supports qui sont trop prudents sur un horizon long terme, ça va entamer le capital à cause de l'inflation. Et donc tu auras moins de chocolat pour ton pain au chocolat ou ta chocolatine. C'est aussi automatique que les embrouilles à Noël lors de ton repas de famille quand tu parles politique. Ouais, ok, mais en fait, la bourse est complètement risquée. Alors, je vais pas te dire que la bourse est pas risquée, loin de là, mais en fait, quand tu dis ça, tu te trompes d'horizon. En fait, la bourse est très risquée sur du court terme à cause de la volatilité, l'écart entre les points hauts et les points bas. Tu le vois avec là, donc on est sur l'Eurostock 50, donc les grosses capitalisations européennes. Sur un horizon court, il y a un risque de perte en capital qui est très matérialisé. Mais en fait, plus tu vas élargir ton horizon de temps et plus en fait la bourse va performer, même si tu vois, il y aura toujours de toute façon des phases de hausse et des phases de baisse. C'est pour ça qu'en fait, ton horizon de placement quand tu investis en bourse doit être sur un horizon recommandé entre 8 et 10 ans pour justement compenser ces pertes-là. Et en fait, tu vois, plus tu élargis ton horizon de temps,
plus tu vois donc effectivement qu'il y a des périodes vraiment de hausse, là c'était avec la bulle internet, et des phases vraiment de baisse, tu avais la crise de 2008, etc. Mais en fait sur un horizon long terme, la bourse surperforme sur tout le reste. Ok, mais du coup je dois épargner sur mon livret A avant d'investir, non? Alors non, pas du tout. Vraiment, le plus important, c'est d'investir le plus tôt possible parce que ça va te faire des intérêts composés, des intérêts qui génèrent eux-mêmes des intérêts, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que en moyenne, la bourse fait à peu près du 7%. En moyenne historique, mais c'est pas parce qu'elle a fait 7% en moyenne qu'elle fera toujours 7%. D'ailleurs, je te ferai une vidéo là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment d'investir le plus tôt possible parce que ça va vraiment te générer des intérêts qui vont se cumuler dans le temps. Et si tu n'arrives pas à épargner et investir en même temps, je t'invite à regarder cette petite vidéo qui va t'aider à mieux gérer ton budget et tu vas voir qu'il y a beaucoup d'économies à faire. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi investir en bourse, on va regarder dans quoi investir. Alors quand je te dis bourse, je pense que tu penses essentiellement aux actions, mais si je te disais qu'il y a un marché qui est plus gros que le marché des actions. Et ce marché, en fait, c'est le marché obligataire. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est une obligation, en fait, c'est une obligation, c'est ni plus ni moins qu'une dette. En gros, quand tu vas acheter une obligation, tu vas faire la banque. Tu vas prêter ton argent à un État ou à une entreprise qui va devoir te le rembourser moyennant des intérêts qu'on appelle des coupons. Et donc en fait, par exemple, si tu as une obligation à 5 ans, dans 5 ans, l'entreprise devra te rembourser ton capital moyennant des coupons si tout se passe bien, parce que comme rien n'est garanti, il faut que l'entreprise, tout simplement, elle soit en capacité de te rembourser. Donc si tu as acheté une obligation d'Atos, tu es plutôt dans le mal, mais par contre si tu as acheté une obligation de Total, c'est plutôt pas mal. Le coupon, le rendement dépendent d'énormément de paramètres. Déjà, de savoir si tu es dans un contexte de taux bas ou de taux élevé. Il y a la maturité aussi de l'obligation qui sont importants. Si tu es sur une obligation court terme, donc obligation par exemple 2 ans, tu n'auras pas le même taux de coupon qu'une obligation à horizon 30 ans, parce qu'à 30 ans, tu as plus de risques qu'à horizon 2 ans. Donc normalement, le taux de coupon sera plus élevé dans ce cas-là. Tu as bien sûr la notion de risque de l'État ou de l'entreprise qui va émettre l'obligation. Plus un État ou une entreprise a une notation, enfin est super endetté ou a une mauvaise notation de la part des agences de notation, bah forcément elle va devoir proposer un taux de coupon plus important pour attirer les investisseurs. Alors tu peux acheter des obligations en direct. Il y a par exemple Trade Republic qui te propose d'acheter des obligations à partir d'1 €. Donc ça rend vraiment les obligations directes très accessibles. Je te l'aurais bien montré, mais en fait je suis plus client. Désolé. Et donc sinon, plus classiquement, tu peux acheter un fonds obligataire. Donc là, le gérant a acheté des obligations et soit il va les conserver jusqu'à leur terme, jusqu'à leur échéance. Donc ça, on va appeler ça des obligations datées. C'est une stratégie qui est assez prudente. Soit le gérant va faire des achats et reventes d'obligations en ayant en perspective l'évolution des taux d'intérêt, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc c'est forcément une stratégie plus risquée, plus rémunératrice mais plus risquée. Et donc là, par exemple, tu vois qu'il y a un fonds obligataire et tout est important dans le titre. On va le décortiquer très rapidement. iShares, donc iShares, ça va être le nom de l'émetteur ou de la marque du fonds. Donc en l'occurrence, ça va être BlackRock, le plus grand gérant du monde qui a émis ce fonds-là. EUR, c'est pour dire que le fonds est libellé en euros, parce que le fonds peut être libellé dans d'autres devises, notamment en dollars. High yield, donc ça veut dire que c'est une obligation à haut rendement, puisque tu peux avoir des obligations, enfin une stratégie d'investissement en obligations sur des entreprises ou des États qui sont très bien notés. Donc forcément, tu auras un peu moins de rendement. Si tu es sur une stratégie où tu veux délivrer du rendement assez élevé, forcément, il faut que tu ailles sur des États ou des entreprises qui sont moins bien notées. Et on appelle ça le high yield parce que du coup, tu as un haut rendement, mais du coup, c'est assez risqué. Corporate, puisque là, on est sur des entreprises, on n'est pas sur des États. Bond, pour obligation. UCITS, ça c'est tout simplement une norme européenne pour dire que le fonds est correctement labellisé. ETF, euro et Distrib. Distrib, c'est important, c'est pour dire que ça va te délivrer du rendement. Et une obligation, c'est moins risqué qu'une action, donc forcément moins rémunérateur. Après, si tu cherches à avoir un revenu complémentaire relativement régulier et stable, et pas forcément fluctuant, et les obligations, ça peut répondre à ton besoin. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va passer au gros de la vidéo, on va passer sur les actions. Alors déjà, je ne sais pas si tu sais que quand en fait tu achètes une action, tu es un peu sur le marché de l'occasion, un peu comme les voitures.
Oui, tout à fait. L'entreprise va commencer par émettre des actions sur le marché, donc elle va s'introduire en bourse. Donc c'est des actions qui n'ont forcément jamais été négociées, donc on est sur le marché primaire. Et une fois que ces actions ont été émises, il y aura des investisseurs particuliers comme toi et moi qui vont s'acheter et revendre entre eux les actions. Donc là, on va être sur le marché secondaire, le marché de l'occasion. Alors il y a beaucoup de différences entre une obligation et une action. Déjà, comme tu l'as vu tout à l'heure, une obligation, tu n'es pas propriétaire de l'entreprise parce qu'en fait, tu vas prêter ton argent à l'entreprise ou à un État et donc en fait, tu vas devenir créancier, tu vas devenir la banque. Une action, c'est pas du tout comme ça. Une action, tu vas devenir propriétaire au prorata de tes parts d'une entreprise. Mais du coup, si j'achète une action Apple, est-ce que j'ai droit à une petite ristourne sur mon iPhone? Parce que je suis le propriétaire quand même. Alors tu crois pas si bien dire, je t'avais parlé en intro de plusieurs subtilités, là on va en voir clairement une, ça va être le mode de détention de ton action. Et en fait, tu vas avoir trois modes de détention d'une action différents. Alors Air Liquide, donc c'est une grosse entreprise du CAC 40, a fait un petit guide très pratique, donc on va le parcourir rapidement ensemble. Le premier mode de détention, ça va être au porteur, ça veut dire que tout est logé au sein de ton établissement financier, de ta banque ou de ton courtier. Donc là, tu n'as pas d'avantage particulier. Nominatif, administré, en gros, ça va être une co-gestion entre ta banque, ton courtier et l'entreprise. Et troisième mode de détention, ça va être le nominatif pur, où là, tout va être logé au sein de ton entreprise, donc en l'occurrence d'Air Liquide. Et donc en fait, pourquoi est-ce que tu passerais par exemple au nominatif administré ou au nominatif pur? Alors c'est pas vrai pour toutes les actions, hein. Toutes n'ont pas la même stratégie qu'Air Liquide. Mais en fait, Air Liquide, si tu vas être au nominatif administré ou au nominatif pur, par rapport à une mode de détention au porteur, et ben en fait tu vas avoir des bonus, et ça avec Alfred on aime bien hein, les bonus. Du coup tu vas avoir alors il s'appelle ça une fidélité récompensée, parce qu'en fait tu vas avoir un bonus au niveau de ton dividende et au niveau du nombre d'actions gratuites distribuées de 10%. Donc en fait, tu as exactement la même action, Air Liquide, soit tu la détiens au sein de ta banque, soit tu la détiens directement chez Air Liquide. Bah, du coup, la performance ne sera pas du tout la même parce que tu as compris, Air Liquide veut vraiment que tu loges les actions d'Air Liquide dans ses livres, et grâce à ça, elle va t'apporter des bonus. Donc c'est clairement plus intéressant d'être au nominatif administré ou au nominatif pur, typiquement pour ce type d'entreprise-là. Et donc, une action, comme tu es propriétaire de l'entreprise, tu dois être convoqué tous les ans à l'Assemblée Générale. Ouais, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Alors déjà, c'est sympa d'aller à une Assemblée Générale. En général, tu as des petits goodies. Ça, les petits goodies, Alfred, il aime beaucoup. Mais au-delà de ça, je t'avais fait une vidéo sur les courtiers. Et le petit point d'alerte, c'est qu'en fait, si tu n'es pas convoqué à une Assemblée Générale alors que tu possèdes l'action, c'est peut-être finalement que tu ne possèdes pas réellement l'action. C'est en fait peut-être plutôt que tu possèdes. Si tu veux en savoir plus, regarde la vidéo. Alors comment gagner de l'argent en bourse? Alors tu vas avoir trois stratégies. La première, elle va être basée sur de la capitalisation. Là, tu vas viser un montant de plus-value très important. Donc en fait, tu vas acheter des valeurs qui vont beaucoup s'apprécier dans le temps. Et ton objectif, ça va être de maximiser la différence entre ton prix de vente et ton prix d'achat. Alors il y en a qui vont le faire tous les jours, d'autres vont le faire de manière un peu plus ponctuelle. Après, ce qui est sûr, c'est que plus tu vas avoir une stratégie active d'achat-revente, plus c'est risqué. La deuxième stratégie, ça va être basé sur les dividendes, donc ça va être une stratégie distributive. Ça ne va pas servir à t'enrichir, je t'expliquerai ça après dans la vidéo, mais ça va permettre de dégager un revenu qui va être décorrélé finalement de la bourse, de la performance de la bourse. Alors ça va permettre aussi de stabiliser ton portefeuille. C'est une stratégie qui va être dédiée plutôt à ceux qui cherchent du revenu, qui sera plus ou moins immédiat. Et la troisième stratégie, elle va être basée sur les options. Alors je te le déconseille vraiment en tant que débutant, puisque ça va être des produits dérivés, ça va être un peu compliqué. Mais en tant que débutant, il faut vraiment commencer au plus simple, parce que le plus difficile, c'est vraiment de se lancer. Alors tu vas avoir trois stratégies pour investir en bourse. Je vais aller du moins risqué au plus risqué. Le moins risqué, ça va être de suivre passivement la performance d'un indice. Donc là, ça va être l'achat d'ETF. Je vais y revenir juste après. Autre stratégie, ça va être d'avoir une gestion un petit peu plus active, mais tu vas confier tes fonds à un gérant, et ça va être le gérant qui va acheter des actions selon un prisme. Ça peut être des actions de qualité. Là, l'objectif, ça va être de battre un indice de performance, comme par exemple le CAC 40 ou le S&P 500 aux États-Unis.
Et le plus risqué finalement, ça va être d'acheter toi-même des actions en direct sur le marché pour tenter de battre la bourse. C'est vraiment le plus rémunérateur, mais aussi et de très loin le plus risqué parce qu'il y a énormément d'investisseurs qui n'arrivent pas tout simplement à battre la bourse et on va pas se mentir, c'est très compliqué. Donc l'investissement le plus sécurisé en bourse, ça va être d'acheter des ETF, mais qui n'est pas dénué de risque non plus, hein. Je t'avais fait une vidéo pour t'expliquer tout ça. Donc les ETF, l'objectif, comme je te l'ai dit, ça va être vraiment de reproduire un indice boursier. Ça va pas être de battre cet indice, juste de le suivre. Et donc ça va te permettre d'avoir une performance sur du long terme qui est tout à fait intéressante si l'ETF arrive justement à suivre un indice qui est performant, par exemple comme le S&P 500 sur les 10-15 dernières années. Et donc au niveau de l'ETF, soit tu vas être sur une stratégie distribuante, donc ça va te distribuer du revenu, soit sur une stratégie capitalisante, où là les bénéfices vont être réinjectés dans l'ETF pour le faire grossir un petit peu au fil du temps, comme un peu l'effet boule de neige. Alors après, comme je te l'ai dit, l'ETF ne reproduira jamais une surperformance d'un indice, il n'arrivera pas à battre l'indice parce que vraiment son objectif, ça va être de suivre l'indice. Si tu veux battre l'indice, tu peux avoir une stratégie d'investir dans des fonds actifs. Ah, tu m'avais montré d'ailleurs un fonds 5 étoiles, non? Oui, tout à fait, je t'avais fait une petite vidéo. Après, c'est très dur d'avoir ce niveau de performance sur du long terme. Bon, il y a quelques fonds qui arrivent, mais c'est vraiment très dur. Et le plus dur de très loin, comme je te l'ai dit, ça va être toi d'avoir ton propre prisme d'investissement et de choisir des actions. Alors là, il faut vraiment avoir un groin à tête chercheuse, hein, pas vrai Alfred? L'objectif, ça va être de battre la bourse avec tes propres critères. C'est très 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 dur. En bourse, en finance, tu vas avoir deux types de risques. Le premier, ça va être un risque systématique. Le deuxième, c'est un risque spécifique. Le risque spécifique, ça va être le risque qui va être lié directement à une action. Par exemple, tu as Nvidia qui va avoir un risque différent de l'action totale. Elles ont des clients différents, elles sont sur des marchés différents, elles font face à des matières premières différentes également. Donc tout ça, tu vas pouvoir éliminer ce risque spécifique grâce à la diversification, c'est-à-dire en augmentant le nombre d'actions, d'actifs en fait que tu vas avoir dans ton portefeuille. Et le risque systématique, ça va être le risque de marché. Et ça, tu vas pas pouvoir diversifier ce risque-là si tu veux l'annuler. C'est pas possible parce que ça va être un risque global. L'un des exemples d'un risque systématique, ça va être par exemple la crise de 2008 où tu as eu un événement très important avec la faillite de Lehman Brothers qui a entraîné une baisse des marchés continue. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi investir et dans quoi investir, on va se demander comment est-ce qu'on peut investir. Et donc là, ça va être le choix de l'enveloppe. Donc soit en fait tu peux investir en assurance vie, en compte titre. Alors je t'ai fait pas mal de vidéos pour t'expliquer un petit peu tout ça. En assurance vie, les actions, les obligations, ça va être des supports qu'on va appeler unités de compte. Et donc ça va être des supports risqués. Et dans un PEA et dans un compte titre, tu as beaucoup de différences, donc je ne vais pas y revenir là-dessus. Je t'invite à regarder mes vidéos. Et ne crois pas, juste petit point, que le PEA est forcément moins fiscalisé qu'un compte titre. En fait, quand tu vas avoir du dividende, donc le dividende, en fait, ça va être un revenu que va te dégager l'entreprise. Je dis bien un revenu parce qu'en fait, fiscalement, c'est un revenu de capitaux mobiliers. Donc, en fait, ça va te dégager du revenu sur ton compte courant, mais ça ne va pas servir à t'enrichir parce qu'en fait, si une action est valorisée 100 euros et qu'elle te verse un dividende de 2 euros, et ben la valeur, le cours de son action va passer à 98 euros parce que tu auras 2 euros dans ta poche. Donc, en ça ne va pas servir à t'enrichir, mais tu as quand même bénéficié d'un revenu. Et ce revenu va être fiscalisé soit au niveau d'un compte titre, donc là ça va être la flat tax, à chaque fois que tu touches un dividende. Quand tu vas être dans un PEA, c'est au moment de la sortie que tu vas être fiscalisé. Mais du coup les dividendes ça sert à rien. Pas du tout, et je suis même convaincu du contraire. Je fais même une série de vidéos spéciales dividendes parce que je pense vraiment que ça peut être un complément de revenu excellent pour la retraite. Et quand tu vas vendre une action qui est forcément en plus-value parce que tu as un groin à tête chercheuse comme Alfred, là aussi, si tu es sur un compte titre, ça va déclencher de l'imposition, flat tax, alors que si tu es dans un PEA, ça va vraiment être au moment du retrait de l'enveloppe de ton PEA. Alors le choix de ton partenaire financier, hein.
Et très important, tu peux passer soit par une néobanque, soit par ta banque traditionnelle, soit par un cabinet de gestion en patrimoine. Tout ça est très compliqué. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo exprès là-dessus. Parce qu'en fait, c'est un peu comme dans une boîte de chocolat. Tu en as un peu pour toutes les saveurs, tous les goûts. C'est pas la même chose si tu souhaites investir par exemple dans uniquement des ETF ou si tu souhaites investir dans des actions américaines. Si tu veux avoir une interface très simple ou avoir une interface un peu plus compliquée mais optimiser tes frais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus. Sur le cabinet de gestion en patrimoine, pour moi, le point le plus important, ça va être l'examen AMF. Tu as les numéros réglementaires qui s'affichent normalement juste en dessous sur son site internet. Parce qu'en fait, tous les cabinets, enfin tous les gérants de patrimoine, y compris aussi ton banquier, doivent avoir réussi l'examen AMF de l'autorité des marchés financiers. C'est en fait un examen qui te permet de certifier le niveau de connaissance, de déontologie de ton conseiller en patrimoine. Ah, c'est pour ça, Gabriel, que tu dis qu'à chaque début de vidéo, t'es pas conseiller en patrimoine ni Alfred. Oui, c'est ça. Alors après, Alfred pourrait passer l'examen AMF, mais bon, là en ce moment, il préfère aller en forêt chercher des truffes. Je peux pas lui en vouloir. Après tout, c'est un cochon. Autre point important, ça va être au niveau des frais. Alors les frais, ça va être un indicateur, un critère pour t'aider à choisir le courtier parce que vraiment, tu en as pareil un peu pour toutes les saveurs. Soit tu peux avoir des frais un peu explicites, un peu en mode genre droit d'entrée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas passer un ordre, ça va être des frais de courtage. Tu vas être facturé par exemple d'1 € ou d'un certain pourcentage. Et après, tu vas avoir des frais un peu plus implicites qu'on va appeler le spread. Je vais t'expliquer ça quand on va regarder le carnet d'ordre. Et donc en fait, ce qu'il faut bien que tu retiennes, c'est que ce soit ta banque, ton courtier, même ton gérant de patrimoine, ils ne sont pas philanthropes hein, et c'est normal, ils te fournissent un service, donc il faut qu'ils soient correctement rémunérés pour ce service. Donc en fait, si tu vois que tout est gratuit, c'est que les frais sont parfois un peu plus cachés et que tu ne les vois pas forcément. Chose que voilà, moi j'ai un peu de mal avec ça, c'est pour ça que j'ai changé de courtier. Et donc concrètement, tu peux avoir une stratégie bien optimisée, parfaitement, enfin dans l'enveloppe qu'il faut, sur les bons fonds. Mais si tu te fais complètement avoir au niveau des frais, alors je te parlais justement des frais implicites, et bien là clairement il y en a dans le spread. Le spread, ça va être l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur. Alors je vais t'expliquer tout ça. En fait, quand tu vas avoir une action qui va être cotée par exemple sur Boursorama, enfin tu vois la cotation d'un titre, en fait cette cotation, ça va être le dernier cours qui a permis de rencontrer la meilleure offre acheteur et la meilleure offre vendeur. Quand tu le vois sur le tableau, le meilleur acheteur, donc celui qui va offrir le prix le plus élevé, on va être sur 12,37 €. Il y a 5012 actions sur ce niveau de prix-là. Et le meilleur vendeur, ça va être celui qui va vendre au plus bas. Et ben lui, il est prêt à vendre à 12,374 €. Donc tu vois qu'il y a un écart qui est très faible entre le meilleur acheteur et le meilleur vendeur. Donc cet écart-là, on va appeler ça le spread. Et tu as parfois certains courtiers qui vont majorer un petit peu ce spread-là parce que tu ne payes pas de frais de passage d'ordre par exemple. Et donc en fait, toi, tu vas pas forcément voir les frais puisque quand tu vas acheter à aujourd'hui et que tu vas revendre, je ne sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans ton fonds, et bah du coup, tu passeras un peu sur ce spread-là. Et pour autant, c'est très important et ça peut être très important, même plus important que des frais de droit d'entrée, surtout si tu fais des achats-reventes de manière importante. Donc il faut que tu sois vigilant là-dessus. Et autre point très important, ça va être la manière dont tu vas passer tes ordres au marché. Alors la plupart du temps, je suis sûr que tu passes uniquement par l'ordre au marché. D'ailleurs, moi aussi, c'est pas du tout la solution la plus optimisée, loin de là. Je te ferai une vidéo d'ailleurs complètement là-dessus parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais l'ordre au marché, en fait, c'est toujours un jeu entre privilégier ton prix d'exécution ou privilégier ton temps d'exécution. Si tu n'as pas le temps, tu veux être exécuté tout de suite, que ce soit à l'achat ou à la vente, et ben dans ce cas-là, tu vas faire un ordre, ce qu'on appelle au marché. Ça veut dire que tu vas vouloir acheter ou vendre à n'importe quel prix, et ce prix, ça va être le prix du marché. Et donc en fait, cet ordre au marché va être prioritaire sur tous les autres, et donc tu seras forcément exécuté. À l'inverse, par exemple, de l'ordre à court limité, où là, tu vas privilégier le prix d'exécution, que ce soit l'achat ou la revente, plutôt que le temps, en fait. Donc, tu n'es pas certain d'être exécuté, mais par contre, tu seras certain d'être bien exécuté
avec le cours que tu souhaites, que ce soit l'achat ou la revente. Et après, tu peux avoir des plans d'investissement programmés avec certains courtiers. Et donc là, dans cette typologie de passage d'ordre, et ben là, tu vas privilégier le temps, puisque tu n'as pas le temps. Donc, il faut vraiment que tu achètes les actions ou les ETF. Donc là, tu auras des ordres uniquement au marché. Et le dernier point de cette vidéo, ça va être les stratégies d'investissement. Tu as énormément de stratégies différentes. Si tu investis un petit peu tous les mois, si tu investis une grosse somme tout de suite, si tu investis dans des ETF, dans des actions à dividendes, dans les crypto-monnaies, dans les obligations. Donc là, c'est plus des objectifs personnels, donc je ne peux pas répondre à ta place. Le point, par contre, le plus important, c'est vraiment de comprendre ce dans quoi tu investis et que tu sois à l'aise avec le niveau de risque. Si les cryptos, tu ne comprends pas un peu l'écosystème, n'investis pas dedans. Sur les actions, si tu n'as pas un horizon de temps long terme, n'investis pas dans les actions, privilégie plutôt les obligations. L'objectif, en tout cas, c'est vraiment que tu sois à l'aise aussi avec le niveau de risque, parce que c'est pas parce que la bourse, effectivement, a fait 7% en moyenne qu'elle le fera toujours. Et si tu ne souhaites pas investir dans des actions en direct, te prendre la tête sur analyser un petit peu les bilans, essayer de comprendre un peu le business plan, privilégie plutôt l'investissement en ETF. Il y a toujours des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, il faut vraiment que tu sois à l'aise avec le niveau de risque et le niveau de compréhension que tu as dans le produit. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut!